Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Guyane et puis tous nos amis de l'autre côté. Aujourd'hui, on compte Nutrition Santé avec le docteur Berthelot, qui est dans nos murs pour la deuxième fois ce mois-ci, c'est assez exceptionnel. Et puis, il faut dire que pendant le mois de décembre, on ne va pas le voir. Hein. Il va prendre des vacances de Noël très longues. Peut-être qu'il nous fera l'amitié de revenir en janvier pour vous souhaiter la bonne année. Peut-être, d'accord. Oui, comment ça va? Ça va, bonjour à Marius, bonjour à vous tous. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je pense que vous m'avez sollicité, n'est-ce pas? Je vous ai sollicité. Mais vous savez que là, mon job, oui. je représente les gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Ouais. Et je suis à vous poser des questions et vous pourriez répondre. Bien sûr, mais je sais que vous m'avez dit que c'est un sujet qui vous tenait à cœur. Beaucoup, parce que c'est mon combat. Voilà, et que la notion de dénutrition vous intéressait. Ouais. Et donc on va essayer de définir avec vous effectivement la dénutrition, ce qu'on entend par là et qu'est-ce qu'on peut faire, comment la dépister, voilà. Et puis faire la différence avec la malnutrition. Voilà, donc parce qu'il y a souvent une confusion. Parfois la malnutrition peut entraîner la dénutrition, mais souvent chez les jeunes, effectivement, c'est une malnutrition qui entraîne d'autres problèmes. Hein. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la dénutrition ? Alors, on peut dire que c'est la perte de l'équilibre, de l'homéostasie entre l'alimentation et les besoins de l'organisme, c'est-à-dire entre les apports et les besoins. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on l'évoque relativement facilement chez le senior, ou on va dire la personne du 3e âge et demi ou du 4e âge, d'accord ? On l'évoque relativement. Je ne vous regarde pas. Je vous parle. Donc on l'évoque facilement. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être insidieux et qu'on peut découvrir chez des gens relativement jeunes. Il faut savoir effectivement, justement, comme je dis, l'évoquer pour pouvoir après le dépister, c'est-à-dire le confirmer, et puis après le prendre en charge. C'est ce qui sera un petit peu important. Est-ce que vous pensez qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ce sont les départements qui nous intéressent en premier et les autres peuvent participer à l'histoire, est-ce que vous pensez que la jeunesse antilo-guyanaise se nourrit mal ? Oui, elle se nourrit mal et avec d'autres problèmes. Comme vous dites, c'est une malnutrition. Ouais. Avec cette malnutrition qui est souvent excessive avec son apport en caloriques, son apport en sucre, son apport en sel important, va entraîner des problèmes de surpoids et d'autres problèmes qui sont des problèmes cardio-métaboliques. Donc ça, c'est vrai. On peut avoir une malnutrition par défaut qui va entraîner une dénutrition. Cette malnutrition de la majorité, on va dire, des jeunes entraîne plutôt effectivement des problèmes métaboliques et pas une dénutrition. Hein, parce qu'en général, l'apport protéique est relativement satisfaisant, même si l'apport énergétique n'est pas parfait, mais globalement, ça va. Donc, ils ne sont pas dénutris, ils sont malnutris avec d'autres conséquences. La dénutrition, c'est un problème qui est important parce que dès qu'il y a dénutrition, il y a problème au niveau du système immunitaire et la vitalité est mise en cause et la performance physique, psychique est mise aussi en cause. Et c'est ce qui est important, c'est de savoir la dépister relativement tôt pour ne pas être entré dans le cercle infernal où on va avoir une descente un petit peu aux enfers et où à ce moment-là, par exemple, une simple grippe peut mettre la personne par terre. Et on y pense, comme je vous dis, très fréquemment chez le senior, parce que le senior est beaucoup plus vulnérable à ce problème, parce que souvent l'alimentation, il a une perte, je dirais, du goût en général pour ce qu'on appelle les protéines, c'est-à-dire les viandes, que ce soit le poulet, la viande rouge, etc. Donc il a toujours plutôt tendance à se nourrir de légumes et ou d'autres aliments céréaliers, peu de protéines, et on trouve ça beaucoup plus facilement. Alors, il faut déjà l'évoquer chez toute personne fatiguée. Voilà. Des gens qui ont des troubles, je dirais, de la concentration, des troubles de la mémoire, mais ça, quand on dit ça, c'est pas si évident que ça. Est-ce que je peux vous interrompre ? Là, vous avez parlé de protéines depuis tout à l'heure, oui. Mais il y a des personnes qui ne mangent pas du tout de protéines animales. Est-ce qu'elles peuvent se retrouver dans une situation de dénutrition ? Oui, elles peuvent se retrouver dans une situation de dénutrition, à condition qu'ils ne prennent pas assez de protéines végétales. Tout en sachant, une chose est certaine, que l'équilibre idéal, ce serait 60%
équilibre animal, enfin de protéines animales, pour 40% de protéines végétales. Faire le tout végétal, c'est pas que ce soit impossible, c'est complexe et c'est beaucoup plus difficile et ça peut entraîner à ce moment-là peut-être des déséquilibres un peu protéiques, mais aussi des déséquilibres au niveau énergétique, c'est-à-dire micronutritionnel aussi, c'est-à-dire déficit en vitamines et en minéraux. Est-ce que, par exemple, un végétalien a une espérance de vie qui peut être diminuée par son alimentation? Ce serait un peu réducteur de dire ça, c'est-à-dire oui, un végétalien qui ne manie pas bien, je dirais, tous les abords de l'équilibre nutritionnel, oui, il peut avoir des problèmes micronutritionnels et puis s'il a ces problèmes-là, bon, ça va jouer sur son équilibre vital, c'est clair. Et c'est vrai que moi qui suis effectivement quelques végétariens et rares quelques végétaliens, eh bien, quand on fait certains bilans micronutritionnels, on va chercher les déficits en vitamine B12, en vitamine B9 ou en sélénium ou en zinc. Effectivement, ils sont sujets à ce type de déficit. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de mener cette alimentation, je dis que c'est plus difficile, simplement. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver cet équilibre. Et c'est possible, parce que si vous faites une association, par exemple, d'une céréale et d'une légumineuse, vous avez ce qu'on appelle une protéine végétale. Donc ce n'est pas impossible. Après, c'est l'équilibre entre les deux. Et après, est-ce que cet équilibre est adapté, je dirais, à mon métabolisme, c'est-à-dire mes capacités adaptatives à l'environnement. Et d'une personne à l'autre, ce n'est pas la même chose en fonction de mes besoins, en fonction de mon métabolisme, en fonction, je dirais, de ma génétique. Alors, est-ce que vous pouvez définir pour nos amis de l'autre côté, vous avez parlé d'une association céréales et légumineuses, est-ce que vous pouvez donner un exemple de façon que ça soit précis pour eux? C'est-à-dire qu'on mange du riz, qui est une céréale, et qu'on mange des haricots rouges, qui est une légumineuse, ben vous avez déjà ce qu'on appelle une protéine végétale. Parce que vous avez dans les céréales un déficit en un acide aminé, alors j'oublie toujours lequel, je crois que c'est la méthionine, et vous avez dans les légumineuses un déficit, je crois que c'est de la cystine. Et donc quand vous faites l'association des deux, vous créez l'association de la protéine idéale. La protéine idéale de référence, avec un index protéique très très performant, c'est l'œuf. D'accord ? Donc l'œuf, équilibre parfait, et c'est à partir de l'œuf qu'on va donner ce qu'on appelle des indices protéiques. Par contre, la céréale, il va lui manquer un acide aminé, et donc, à partir du moment qu'il y a un manque d'un acide aminé, la valeur de l'indice va chuter au niveau le plus bas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une association. Vous voyez, dans tous les pays dits sous-développés, voilà, ou pauvres, vous avez toujours une association d'une céréale. Aux Antilles, c'est riz, haricots rouges. Vous prenez effectivement les pays du Maghreb, ça va être le couscous avec les pois chiches. Vous prenez, si vous allez au Mexique, ça va être à ce moment-là le maïs ou l'haricot rouge aussi avec le riz. Donc vous avez la protéine végétale qui est l'association d'une céréale avec son déficit, mais d'une légumineuse avec son déficit. Hop, ça comble et ça arrive à faire une protéine végétale. Donc, mais à côté de ça, il y a des glucides. Donc, vous mangez beaucoup plus de glucides. Tandis que quand vous mangez une protéine animale, vous mangez un blanc d'œuf, c'est dans le blanc d'œuf, tout le monde me pose la question, où se trouve effectivement la protéine dans l'œuf. Dans l'œuf, la protéine, c'est le blanc. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, si vous mangez 2 blancs d'œufs, vous avez l'équivalent à peu près déjà de 15 voire 16 grammes de protéines. Un steak de 100 grammes vous donne à peu près 20 grammes de protéines, c'est grosso modo. Et à côté de ça, vous avez de l'eau, vous avez un peu de gras. Tandis que dans la légumineuse, vous avez des vitamines, des minéraux, du potassium, vous avez tous ces éléments. Et vous avez des glucides en grande quantité. Et vous avez des protéines. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc du coup, vous avez une double valeur ajoutée, qui est la valeur des glucides et la valeur, je dirais, de la protéine. Avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous êtes aperçu qu'il y avait beaucoup de diabétiques chez les végétaliens? Pas plus. Pas plus. Non, pas plus. Pas du tout, pas plus. Non. Donc je pense que le fait de manger végétalien ne va pas... C'est comment le végétalien, parce qu'à côté de ça, pas parce qu'on est végétalien qu'on ne va pas manger à côté de ça d'autres aliments. On peut très bien manger très mal équilibré en végétalien et avoir une malnutrition végétalienne. D'accord ? Donc ça, il faut aussi le savoir. Donc cet équilibre-là est possible. Donc ce qui est important dans la problématique de la dénutrition, c'est d'abord de l'évoquer, parce qu'il faut y penser, même chez l'adulte jeune, il
faut pas penser qu'aux seniors. Et c'est là où je suis très surpris, c'est de voir cela chez des gens, apparemment qui sont minces, comme vous et moi, et auxquels on ne pense pas. Et il faut penser à cela. Et cliniquement, ça ne se voit pas. Alors, il y a un appareil déjà qui peut permettre de le supposer, c'est l'analyseur de composition corporelle. Moi, je pense que c'est un atout important. Moi, je m'en sers énormément, dont on avait parlé aussi. Donc, il y a quelques professionnels de santé qui l'ont. Oui. Pourquoi c'est intéressant? Il faut le dire, hein, à Martinique et en Guadeloupe, il y a des professionnels oui, bien sûr. qui ont l'appareil. Hein. Qui ont un appareil, qui rentre dans notre pratique globale. On interroge les gens, on leur parle, on les pose des questions, on fait un examen physique, on fait une auscultation, ok, on fait tout ça. Mais cet appareil, en plus des questionnaires qu'on peut donner, permet effectivement de faire des mesures, et c'est ce qu'on appelle, c'est un impédance-mètre, qui est multifréquence, hein, qui n'a rien à voir avec la balance impédance métrique. La balance impédance métrique, elle est monofréquence, et elle fait une mesure qui est les deux pieds. Donc ça fait pied-pied. Ça veut dire que le courant qui passe va passer d'un pied à un autre pied en s'arrêtant au niveau du ventre. Tandis que quand vous faites une mesure qui est une mesure pied-main, le courant passe dans tout le corps. Et vous avez l'eau de toute la partie qui se trouve aussi. C'est très important parce qu'avec cela déjà, alors moi je dis souvent à mes patients qu'on a une image globale de la maison. On sait comment la répartition se fait au niveau des murs, de la structure de la maison. Donc déjà, on sait, 1, s'il y a une bonne masse musculaire. 2, s'il y a une bonne masse osseuse. 3, s'il y a une bonne hydratation. Ça veut dire que cette personne boit bien en bonne quantité pour son organisme. En plus, est-ce que cette eau, d'accord, elle est suffisante pour son corps, mais est-ce qu'elle est bien répartie dans l'eau entre l'intérieur de la cellule intracellulaire et l'extérieur de la cellule extracellulaire. Ce qu'on ne peut pas avoir dans une balance pied-pied. D'accord ? Donc, on a ces informations qui sont importantes. Et puis, on a une autre information qu'on appelle l'angle de phase, qui est un peu technique, mais cet angle de phase nous donne quoi ? Eh bien, nous donne un peu la réactance, c'est-à-dire la vitalité de la membrane cellulaire. Donc, on a tous ces éléments qui sont importants. Et quand on a ces éléments, mais souvent, chez les gens, voilà, j'ai encore des exemples de 1 ou 2 personnes, chez des gens, je n'aurais pas suspecté, mais une seconde, qu'ils pouvaient être dénutris, femmes qui arrivent pour des problèmes digestifs, voilà, 1m65, 55, 56 kilos, puis je lui fais l'examen, dans le cadre de mon examen global, et je vois masse maigre, déficit de 3 kilos. Ça m'interpelle. Donc, à partir effectivement de cet examen, j'évoque une possible dénutrition, c'est-à-dire quoi ? Une inadaptation entre sa façon de manger, et pourtant, quand on regarde, apparemment elle mange bien, et ses besoins. C'est ça qui est important, les besoins de son corps pour fonctionner normalement. Et du coup, comme je l'évoque à partir de cet examen, je vais à ce moment-là le confirmer, et pour le confirmer, je fais un bilan biologique, en dosant certains paramètres, dont la préalbumine, l'albumine, et voilà, bingo, ben ces personnes, effectivement, ça confirme. Donc c'est ce que je veux dire, c'est qu'on y pense très fréquemment chez les seniors, d'ailleurs ça se voit, parce que souvent un peu décharné, voilà, puis fatigué, beaucoup d'infections à répétition, ben, chez bon nombre de personnes, je vous dis, ben, ça ne se voit pas, et effectivement, ça fait le lit ou une vulnérabilité ou un risque de pathologie plus tard. D'accord ? En plus, dans cet examen, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ce qu'on appelle, en plus de ça, la masse osseuse. Et c'est cette femme dont je vous parle. On se retrouve avec des critères en se disant, tiens, c'est possible aussi qu'elle fasse une ostéoporose. Et j'ai fait effectivement ce qu'on appelle du coup un examen d'ostéodensitométrie osseuse. Donc, c'est un appareil que je trouve qui est bien dans la pratique clinique globale, parce qu'il ne va pas vous dire il y a, il va vous dire peut-être il y a, et vous irez chercher. Tandis que dans l'examen clinique, je n'aurais rien vu. Et du coup, cette personne, non seulement effectivement, elle avait une dénutrition, elle avait une préalbumine qui était à 0,18, alors ça ne vous dit rien comme ça, mais ça veut dire qu'il y avait une dénutrition. Et deuxièmement, l'ostéodensitométrie osseuse a montré qu'il y avait une ostéopénie qui commençait, qui s'installait. Donc, on a pris les choses
en main et on a mis à ce moment-là en place ce qu'on appelle une renutrition. Et puis il y a une façon de renourrir les gens dénutris. Donc il faut apporter des protéines, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà un petit peu cette vision que je veux faire passer, c'est de dire oui, ce n'est pas parce que je mange apparemment bien que mes besoins, la personne qui mange, sont satisfaits. Voilà. Oui, parce que les gens ont tendance à nous dire dans les cabinets, moi je mange bien. Hein, voilà. Je mange bien. Bien sûr. Donc l'enquête alimentaire... L'enquête alimentaire peut nous donner une piste, mais l'enquête alimentaire, quand vous la comparez avec, ça paraît qu'il dit, tiens, tout compte fait, malgré qu'elle mange équilibré, mais elle ne mange peut-être pas assez pour son coffre, comme on dit. Ben, son bac en a besoin de plus pour que la machine tourne. Et on le trouve souvent chez des femmes aussi qui ont tendance à faire très très attention à leur alimentation tout en mangeant bien, ou des gens qui ont fait beaucoup de régimes. Alors, ou aussi, alors ça c'est le piège. Alors ça, vous soulevez quelque chose d'intéressant, c'est que la malbouffe va amener à un moment donné à une obésité. Et quand l'obésité ou le surpoids s'installe, les gens vont faire très attention, vont faire de multiples régimes, et on a ce qu'on appelle des gens en surpoids, je dis, ils sont gros, mais vides. Ça veut dire qu'ils ont des dénutritions, alors ils ont le kilo, mais derrière, il n'y a pas les muscles. Donc ils sont dénutris. Et l'appareil nous permet de voir ces personnes qui sont en surpoids ou en obésité, mais qui sont dénutris. Alors les quelques cas que moi je vois, je leur dis que la première chose à faire, ce n'est pas de maigrir, c'est de manger. De manger pour vous renourrir, c'est-à-dire refaire de la masse musculaire avant de perdre du poids. Parce que si vous maigrissez et que vous êtes dénutri, là vous mettez en danger ce qu'on appelle votre intégrité physique. Donc ça veut dire que c'est un risque dangereux. Pour moi, c'est incontournable. Cet appareil est incontournable pour toute personne qui s'occupe de prise de poids. C'est pas possible, à mon avis, de mener une prise de poids convenable sans suivre la masse musculaire. C'est pas possible. Alors, je crois que c'est important que vous disiez ça parce que les informations ne passent pas. Vous savez, il y a plein d'habitudes qui sont ancrées chez nous, comme sous d'autres latitudes, je suppose, où les personnes qui sont grosses sont persuadées qu'elles ont beaucoup trop mangé. Or, la prise de poids n'est pas... C'est vrai qu'elle peut être liée à la génétique, mais elle n'est pas liée seulement à la génétique. C'est clair, c'est clair. Elle est liée aussi à tout le reste. Elle est liée à tout l'environnement. D'abord, comment je m'adapte à l'environnement. Et puis, d'accord, mon alimentation, mais après, tout le côté stress, tout le côté adaptation à l'environnement. C'est une évidence. D'accord. Parce que le stress fait partie des facteurs de prise de poids. Hein. Tout à fait. Et chez nous, aux Antilles, où les gens sont persuadés qu'ils ne sont pas stressés parce qu'ils vivent sous le soleil, mais il y a un stress important. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et en revenant à cette notion, je dirais, de dénutrition, il a fallu, dans le cas de cette patiente, moi je suis très content, et je vais revenir sur ce que j'ai, je suis très content parce que vraiment, en intégrant cet appareil dans ma pratique, ça m'a permis, je dirais, de déclencher des examens biologiques que je n'aurais jamais déclenché uniquement sous la clinique. Et jamais je leur ai demandé un dosage de préalbumine ou d'albumine chez certaines personnes pour voir qu'ils sont dénutris alors qu'ils ont 45-46 ans. Je veux dire, et donc un risque de vulnérabilité important. La problématique qu'il y a, c'est que globalement, on va dire que jusqu'à la quarantaine, c'est une moyenne, il nous faut à peu près 800 mg à 1 g de protéines par kilo et par jour. Par kilo et par jour. Ça veut dire que quelqu'un qui fait 60 kg, il a besoin, pour que sa masse musculaire continue à entretenir et à garder sa forme, qu'il rentre donc, grosso modo, 900 mg multiplié par 60 kg. Donc ça fait pratiquement 54 grammes de protéines. 6 x 9, 54. 54 grammes de protéines. Ce qui veut dire que déjà, il va falloir qu'il rentre une ration de protéines animales et ou de protéines végétales, en sachant très bien que dans les aliments les plus riches en protéines sont, voilà, ce sont les animaux, hein, les viandes, volailles, pintades, poissons, bœuf, etc., lapins, les œufs, voilà. Donc globalement, c'est eux les plus riches. Le fromage en a un peu. Et puis après, dans les autres aliments, vous en avez, mais ce sont des pouillèmes. Hein. Vous mangez du pain, mais vous avez 1 gramme de protéines, voilà. Donc, il faut bien comprendre que, obligatoirement, plus on avance en âge, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a une inappétence chez le senior pour la viande, d'accord, alors que les besoins de protéines sont plus importants. Augmentent
Parce qu'à partir d'un moment donné, quand on commence à devenir senior, c'est plus 900 mg, c'est 1 gramme 1. C'est entre 1 gramme et 1 gramme 3. Et puis si vous avez des pathologies, c'est ce qui est important à dire, c'est que si j'ai quelques pathologies, des petits problèmes arthrosiques, mais c'est plus 1 gramme 1, c'est plutôt entre 1 gramme 3 et 1 gramme 5. Et si maintenant j'ai des complications dans mes pathologies, j'ai des escarres, j'ai des problèmes de troubles tissulaires, de brûlures, eh bien, il en faut encore un peu plus. Donc on voit bien que le grand problème déjà de base, c'est l'équilibre dans les données de nutrition de l'aspect quantitatif au niveau de la protéine. Quand vous parlez des escarres, je souris un tout petit peu. C'est pas parce qu'il y a des escarres, mais je suis en train de penser aux patients qui sont hospitalisés, qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux avec des escarres. L'alimentation hospitalière ne correspond pas du tout à ce dont vous parlez. Hein. Écoutez, moi je peux vous dire que c'est scientifiquement démontré, c'est bien montré, oui. que c'est 900, entre 800 et 1 gramme. Donc mais non, mais je vous crois, mais je vous dis que... moi je vous répète les choses de la science. Ouais. Mais la réalité quotidienne, c'est pas ça. Hein. Ah oui, mais et c'est pour ça que je dis, moi je pense aussi à ma mère, je me rappelle très bien, elle arrivait à un moment donné, elle mangeait plus des légumes, des sucreries qu'elle mangeait des protéines. Bon, je dirais, alors qu'elle en a besoin. Voilà, donc c'est une nécessité. Pourquoi c'est important? C'est d'autant plus important qu'il y a un phénomène qui se passe où ce qu'on appelle le métabolisme, ce terme, c'est l'alliance de deux choses. C'est l'alliance de la construction, qu'on appelle l'anabolisme, et l'alliance de la destruction, qu'on appelle le catabolisme. Donc le métabolisme, c'est l'ensemble de ces deux processus. La capacité d'anabolisme, c'est-à-dire de faire du muscle, parce que comme on parle de muscle, de dénutrition, c'est surtout la notion musculaire, la capacité de faire du muscle, eh bien, globalement, chez le senior, c'est plus difficile, tandis que chez l'adulte et le jeune, c'est très facile. Donc on sait qu'à un certain moment donné, il y a ce qu'on appelle, il y a une résistance anabolique. Ça veut dire qu'il y a une résistance, c'est-à-dire qu'il faut appuyer un peu plus fort pour faire la même quantité de muscles. Donc ce qui veut dire, donc c'est pour ça qu'il faut augmenter. Quand on est jeune, 900 mg. Il faut déjà mettre 1 gramme 1 à 1 gramme 2 quand on commence à devenir un adulte senior. Ouais. Quand on est un senior, il faut appuyer un peu plus. Donc la résistance anabolique, il y a un aspect qui est un aspect quantitatif. On doit appuyer un peu plus fort. Deuxième notion importante de la résistance anabolique, c'est que pour que le muscle commence à être synthétisé, le signal doit partir de ce qu'on appelle de certains acides aminés, qu'on appelle des acides aminés branchés ou ramifiés. Il y en a 3, leucine, valine, isoleucine. Et dans ces 3 acides aminés, il y en a un qui est capital, qui est la leucine. Et la leucine, sans leucine, eh bien, il n'y a pas de signal d'induction de la synthèse. Donc il y a 2 choses, résistance anabolique, donc il faut mettre une certaine quantité de protéines. Et deuxième chose, un aspect qualitatif, où il faut mettre de la leucine. En sachant très bien que malgré le côté qualitatif, il y a quand même un aspect quantitatif de la leucine, et toutes les études ont montré qu'il faut au moins 4 grammes de leucine dans la ration pour pouvoir faire ce qu'on appelle la rupture de la résistance anabolique. Donc il faut que ces 2 aspects soient très bien marqués. On sait qu'il y a une résistance anabolique, donc il faut la vaincre, on augmente la quantité de protéines. 2, pour faire du muscle, il faut de la leucine, et de la leucine à une certaine quantité. Donc il faut que la ration protéique soit faite d'une certaine quantité globale de protéines, c'est très important, je vais revenir dessus, et d'une certaine quantité qualitative, mais aussi quantitative de leucine. Vous êtes en train de parler de nutrition, là. Hein. Ah, mais je parle de nutrition, non, tout ça pour vous dire, non. Basique. Oui, mais basique. Mais incontournable. Mais incontournable. Mais malheureusement, je vous dis, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Et c'est pour ça que je me permets d'insister, c'est que dans les collectivités en particulier, quand on fait de la cuisine pour 200 personnes, c'est impossible, ça. C'est impossible, ça n'existe pas. Mais c'est, d'une façon générale, même quand on fait à manger pour beaucoup de personnes, la première chose qu'on commence à diminuer, c'est sur la protéine. On va vous mettre beaucoup de riz, on va vous mettre beaucoup de féculents, et on va vous mettre une petite ration de protéines. D'accord ? Or, globalement, je viens de vous dire que 100 grammes de viande amène 20 grammes de protéines. Vous avez déjà vu une assiette de protéines dans un établissement hospitalier? Oui, mais il y en a quand même. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais quand il y a une dénutrition, c'est-à-dire qu'il y a une ration
qui est une ration équilibrée pour la personne sans problème. Ouais, mais à l'hôpital, on a des problèmes en général. Voilà, c'est une ration, voilà. Mais ça, on n'adapte pas l'alimentation. C'est compliqué, je reconnais que c'est compliqué. Parce qu'en fonction des gens qui sont à l'hôpital, on aurait dû adapter. Tout à fait. Cette personne, ok, elle a un senior avec un petit problème, bon, c'est temps. Cette personne, elle a déjà une pathologie, elle rentre pour une complication, c'est temps. Cette personne a des complications importantes tissulaires, c'est temps. C'est difficile, je le reconnais. Ça ferait des alimentations, je dirais, adaptées, individualisées à tiroir. C'est presque impensable dans un institut aussi lourd pour une gestion hospitalière. C'est impossible. C'est impossible, vous pensez? Je ne vois pas comment ce sera faisable. C'est-à-dire qu'il faudrait que non seulement qu'on s'intéresse énormément à la nutrition, oui, que le praticien hospitalier le dise, que la diététicienne fasse un suivi et fasse une individualisation du menu en fonction de la personne. Je trouve que, j'ai pas dit que c'est impossible, je dis que c'est difficile. Dans certains services, ça devrait être possible. Ben, ça se fait quand la complication devient trop grosse. Parce que ce qui est terrible, hein, c'est qu'on le sait dans les pathologies lourdes, quand la personne va à ce moment-là va rentrer l'extrême de la dénutrition, c'est la cachexie. C'est-à-dire que du coup, parfois dans certaines maladies graves ou quelqu'un qui a un cancer, on sait que la personne parfois ne meurt pas, je dirais, de son cancer ou de sa pathologie grave, va mourir de la complication liée à la dénutrition sur des phénomènes inflammatoires qui vont entraîner une cachexie et qui vont faire affaisser le système. D'ailleurs, vous dites souvent que les personnes âgées ne meurent pas de vieillesse, mais qu'ils meurent de dénutrition. Ils meurent souvent de dénutrition et ou de complications qui sont liées effectivement à la iatrogénicité des médicaments. Iatrogénicité, voulez-vous expliquer? Moi, je sais. C'est les médicaments, c'est-à-dire que quand vous prenez un médicament... L'effet secondaire... c'est-à-dire que c'est l'effet secondaire du médicament. Voilà. C'est l'effet secondaire du médicament. Non, vous savez, ils sont très contents, nos amis de l'autre côté, d'entendre des grands mots, mais il faut leur expliquer. Bien sûr, mais je trouve ça... Donc, si on revient à cette notion de renutrition qui est importante, ok, quelqu'un qui n'a pas de problème, il faut savoir déjà, à un certain moment donné, savoir augmenter la ration protéique, mais quand le problème est installé, qu'on le découvre, qu'il y a une dénutrition, la nutrition, il faudra l'adapter, mais seule, elle ne suffira pas. D'où la nécessité d'amener ce qu'on appelle un complément protéique à côté. Ça veut dire non seulement il faut apprendre à manger, augmenter les protéines de base, mais faire un apport au niveau protéique qui sera fait de deux types de protéines qui vont revenir sous cette notion que je viens de dire, que compte tenu qu'il y a une résistance anabolique, il faut mettre une certaine quantité, mais aussi que pour que le signal se fasse, il faut de la leucine. Donc, vous avez deux types de protéines. Vous avez des protéines qui sont issues de ce qu'on appelle la caséine et vous avez des protéines qui sont issues de l'alpha-lactalbumine. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, l'équilibre, si je garde mon muscle beau, performant, dans toute sa dimension, il faut que non seulement je fasse du muscle, mais j'en perds. Donc la vie, c'est un équilibre permanent entre la synthèse et la destruction. Donc jour après jour, je construis et je détruis. Mais il se trouve que d'un seul coup, quand je suis en dénutrition, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose qui est importante, c'est que j'en ai beaucoup moins. Il faut donc relancer la synthèse, d'accord, en même temps de travailler sur la diminution. Et si on met que de la leucine, que de l'alpha-lactalbumine, on va relancer la synthèse, mais on ne va pas freiner. Donc il faut tout faire. Donc on a ce qu'on appelle des protéines qui sont des protéines dites rapides et des protéines qui sont dites lentes. Les protéines dites rapides sont les protéines comme l'alpha-lactalbumine. Les protéines lentes sont les protéines de la caséine. Donc on appelle ça le lactosérum d'un côté, alpha-lactalbumine et caséine de l'autre. Donc il faut que vous trouviez un complexe, et il y a des complexes qui sont maintenant faits, qu'on appelle des ADD-FMS, c'est-à-dire aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées. Et donc on va renourrir les gens avec ce type d'aliments. Et c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous avez ce qu'on appelle du lactosérum, ça va relancer l'anabolisme et en même temps, vous avez de la caséine, ça va freiner. Donc vous allez faire du muscle et vous allez pouvoir renourrir la personne. Toujours est-il en favorisant sa nutrition aussi de base. Parce que pendant que vous mettez l'ADD-FMS, c'est-à-dire ces protéines particulières qui vont relancer l'anabolisme musculaire,
Il faut apprendre à la personne à manger. Le but n'est pas de la laisser en perfusion permanente d'un complément alimentaire. Mais souvent, ces compléments alimentaires sont un peu sucrés. Hein. Non, pas tous. Pas tout. J'ai dit certains. Nous Pas sommes tous, d'accord. justement. Parce que le but n'est pas d'amener que des calories. Si vous amenez que des calories, vous allez amener beaucoup de glucides et souvent ils sont trop sucrés. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais ce dont je vous parle, c'est d'amener quelque chose qui soit neutre, que la personne peut mettre dans son alimentation, sur sa salade de tous les jours, et elle va donc manger peut-être même que des légumes, d'accord, dans ce repas-là, mais elle aura effectivement Sa portion. sa portion riche en protéines, riche en leucine. Comment ça peut se passer? Je me permets d'insister, parce que je suis un petit peu inquiet pour les gens qui sont dans les institutions, sur la façon dont ils sont nourris. Est-ce que leur guérison ne dépend pas en grande partie de ce type d'alimentation? D'accord, vous n'avez pas envie de dire des bêtises, de dire des choses? Je ne veux pas dire, bien sûr, que leur alimentation Bien sûr. dépend. Non, mais c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet. Non, Bien sûr. Parce qu'à partir du moment, alors là, vous soulevez une deuxième question que je vais aborder avec vous, avec délicatesse. en essayant d'être délicat, de simplifier les choses au maximum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mangez, vous apportez des protéines, comme je vous ai dit, il y a anabolisme et catabolisme. Ces protéines qui vont se dégrader sous forme d'acides aminés libres vont circuler dans le sang, vont permettre la réparation des tissus et vont aider à la construction, à l'équilibre global, au système immunitaire. À partir du moment où vous allez avoir une agression quelle qu'elle soit, infectieuse, brûlure, chirurgicale, maladie, etc. Donc c'est une agression pour le système. Vous allez avoir ce qu'on appelle des protéines de l'inflammation. L'inflammation n'est pas un problème dramatique, on en parlera, je pense, dans les mois à venir. Ce n'est pas un problème dramatique, c'est une mise en route du système pour nous aider. Mais, il est évident qu'à partir du moment qu'il y a inflammation, vous allez mobiliser quoi? Des protéines. Donc, il faut qu'il y ait un pool. Et donc, on ne peut pas regarder la dénutrition. Vous avez bien fait effectivement de me poser cette question. On ne peut pas regarder la dénutrition si on ne regarde pas le côté inflammatoire de la personne. Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des dénutritions, qui sont des dénutritions exogènes, et on peut avoir des dénutritions qui sont des dénutritions endogènes, et on peut avoir des dénutritions qui sont des dénutritions mixtes. Alors je vais essayer de m'expliquer. La dénutrition exogène, ça veut dire que la personne, vraiment, dans son alimentation, n'amène pas assez pour son métabolisme, c'est-à-dire pour son coffre. Donc la capacité du coffre, de son bac à essence, il n'y en a pas assez. Dans les dénutritions endogènes, ça veut dire que même si cette personne amène, il se trouve qu'elle a des besoins qui vont faire que l'inflammation, qui est nécessaire pour aider son organisme à faire la réparation, va pomper une partie pour faire ses protéines de l'inflammation, pour faire ses réparations, pour que son système immunitaire fonctionne. Et du coup, la quantité qu'elle va mettre, en temps normal, ça suffit, mais dans ce cas-là, ça ne suffit pas. Donc on voit que là, la problématique, mais on sait le voir, hein, il y a des bilans qui nous permettent de voir, la problématique n'est pas une problématique exogène, c'est une problématique endogène, liée à l'inflammation qui va mobiliser ces protéines pour faire des protéines inflammatoires de réparation tissulaire. Maintenant, vous tombez dans les cas mixtes, qui sont très fréquents. Non seulement déjà, on est patraque, on a une inappétence pour les protéines, donc on en mange moins, et on est malade. Ça veut dire que là, l'histoire devient difficile. Et vous citez tous ces gens, effectivement, qui se retrouvent dans des systèmes hospitaliers. Non seulement, c'est vrai, vous les voyez, même quand on leur donne le plat, ils ne mangent pas tout, ils ne vont pas déjà manger la protéine, ils sont dans un statut inflammatoire, donc ils vont avoir un côté mixte. Il n'y a pas assez qui rentre, et il y a beaucoup qui sort. Donc, on pérennise la perte, et dès qu'on pérennise, on vulnérabilise. C'est vraiment l'histoire en marge d'escalier. Hein. Vous voyez le petit problème qui arrive, et puis la descente un petit peu progressive avec cette dénutrition qui s'installe. Donc c'est pour ça qu'il faut non seulement, comme on a dit, l'évoquer, il faut le dépister, c'est-à-dire le confirmer par la biologie, et ensuite, il faut faire un tableau de bord de renutrition
renutrition au niveau alimentaire, augmenter la ration protéique, renutrition au niveau de la complémentation, et puis faire un suivi clinique par l'ACC, c'est-à-dire l'analyseur de composition corporelle, et biologique pour voir si cette renutrition se passe bien. Et on a des paramètres de renutrition en fonction de certains paramètres comme la préalbumine, l'albumine, et puis on regarde certaines protéines de l'inflammation, l'ACRP ultrasensible, l'orosomucoïde, qui nous permettent de voir si non seulement le phénomène inflammatoire perdure, en quoi comment il continue, et si on renourrit la personne. La biologie dont vous parlez, c'est celle dont on a parlé, qu'on a déjà évoquée ici. C'est celle qui... On peut faire une biologie même déjà très simple, celle-là qui se fait dans tous les laboratoires. Demander la préalbumine, on voit s'il y a un phénomène de dénutrition. Alors c'est une protéine à demi-vie très rapide, ça veut dire vite fait on voit ce qui se passe. Au bout de 2 jours, quand quelqu'un est dénutri, on voit déjà qu'il est dénutri. Bon, par contre l'albumine a un turnover qui est un peu plus lent de 3 semaines, donc quand on voit les choses, on les voit un peu plus tardivement, mais la préalbumine, vite fait, quand vous la redosez, vous voyez très bien que c'est un bon suivi pour la renutrition. Donc on a des paramètres cliniques, des paramètres biologiques qui nous permettent de voir si il y a des nutritions et ce qu'on met en place, la renutrition se passe bien. Et il y a aussi des paramètres biologiques qui nous permettent de voir s'il n'y a pas un phénomène concomitant qui vient aggraver le phénomène de la dénutrition. Est-ce que, question, je suis en train de penser à quelqu'un en particulier, est-ce que vous pensez que certains athlètes qui prennent des protéines particulières pour pouvoir tenir le coup, je ne parle pas de dopage, est-ce qu'ils peuvent être malgré ça dénutris? C'est rare, c'est vrai, c'est rare, parce qu'ils vont prendre beaucoup de protéines et à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Ils peuvent prendre que de la caséine. Bon, d'abord, ils sont athlètes, 2, ils sont jeunes, ils n'ont pas besoin de protéines dites rapides. Les gens qui ont besoin de protéines dites rapides, ce sont ou le senior parce qu'il a cette résistance anabolique, ou la personne dénutrie parce qu'elle a un déficit. Mais l'adolescent, l'adulte jeune, en pleine force de l'âge qui est sportif, s'il prend des protéines, il prend des protéines classiques, de la caséine ou de la protéine. Et là, il n'a pas de résistance anabolique, il va faire du muscle, son activité physique, non, il n'y a pas de problème. Le problème qu'il peut y avoir, c'est comment après, la quantité de protéines qu'ils vont prendre, ils vont pouvoir la gérer au niveau assimilation digestive. Ça, surtout chez le sportif coureur, qui a parfois des phénomènes inflammatoires digestifs. Mais à ce niveau-là, pour eux, ça ne pose pas de problème. Quelle est la tentation que peut avoir un senior qui vous a entendu d'aller justement dans un magasin où on vend ce genre de protéines et qu'il en prenne? Il y a un inconvénient. D'abord, quand même, il faut savoir que si sa fonction rénale fonctionne bien. Ça, c'est très important de savoir que s'il y a un problème au niveau de la fonction rénale, je vous remercie de vos questions pertinentes qui permettent de mettre effectivement quand même les garde-fous sur les choses. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Il est évident que si la personne est insuffisante rénale, je dirais, stade 2, voire stade 3 ou stade terminal, qu'il faut manier ça avec la plus grande précaution, parce que toute protéine va entraîner ce qu'on appelle des déchets azotés, et ces déchets azotés devront être effectivement, donc il y a une balance qu'on appelle la balance azotée, devront être éliminés par le rein. Donc il faut que la fonction rénale soit importante. La première chose déjà à faire, même quand on a un rein qui fonctionne bien, c'est de boire. Donc il faut boire une certaine quantité d'eau en fonction de son métabolisme pour que ça se passe bien. Mais toute personne qui commence à être en insuffisance rénale, il faut vraiment faire ça de façon médicalisée. Oui, c'est pour ça qu'à un moment, la diète hyperprotéinée avait quand même entraîné quelques soucis. Parce que... Alors, la diète protéinée, on n'est pas du tout dans le même registre. Non, pas du tout. Protéinée, c'est quelqu'un pour maigrir, où on donnait effectivement, on saturait en protéines, qui créait un phénomène où les gens maigrissaient, mais on n'avait pas géré le problème effectivement en amont, ce qui faisait qu'ils reprennent souvent le poids derrière. Mais c'est vrai que quand on donne beaucoup de protéines, un des gros problèmes, si on ne s'est pas assuré qu'il y ait une... Mais là, on n'est pas en train de donner beaucoup. On est en train de donner ce qui manque. D'accord ? Dans la diète protéinée, on donne beaucoup sans savoir s'il en manquait. Et s'il y avait effectivement un insuffisant rénal, vous pouvez effectivement déclencher une crise aiguë
Voilà. Ce qui est déjà arrivé d'ailleurs. Ce qui est déjà arrivé dans les problèmes, parce qu'il faut quand même faire un bilan, d'où la nécessité de faire un bilan. Cliniquement, vous ne pouvez pas le voir. Il faut être un bilan, et comme ça, vous avez urée, créatinine, puis vous avez des formules qui permettent de voir la fonction rénale, la vitalité de la fonction rénale. C'est important. Je voulais soulever le problème, c'était juste pour nos amis, leur dire attention, parce qu'il y a des gens qui continuent à prendre en dehors de tout cadre médical, qui continuent à faire des diètes hyperprotéinées. Ça s'est même fait dans un cadre médical lointain. Oui, mais dans un cadre médical, je pense qu'il faut regarder, de manière, on va regarder la fonction rénale. Oui. Hein. Mais même parfois, il faut savoir que quand on donne des protéines, il faut connaître la fonction rénale. C'est évident, il faut avoir la fonction rénale de cette personne. Alors, dans la dénutrition, on va toujours se baser sur la nutrition, optimiser la nutrition. Et comme la personne a un déficit, il est important de combler en même temps ce déficit. Donc, et après de faire un suivi, c'est bien ce que je veux dire, d'abord clinique, dont je me sers énormément, je vous dis, après de l'analyseur de composition corporelle, et après biologique, parce qu'on ne fait pas les bilans biologiques toutes les semaines, d'accord ? Mais après, on fait ce bilan biologique qui nous montre bien que la conduite à tenir qu'on a mise en place, d'accord, va dans le sens de la renutrition et les paramètres biologiques s'améliorent et ou les paramètres inflammatoires. Si nous restons dans le cadre de la dénutrition, chez certains enfants qui mangent toujours en collectivité, je soulève quelques problèmes, mais je voudrais que de l'autre côté on nous comprenne. Qui mangent en collectivité, il y a beaucoup d'enfants qui ne trouvent pas ça bon, particulièrement à la cantine, et qui ne mangent pas. Alors, il y en a qui ne mangent pas du tout, et puis il y en a d'autres qui vont manger dans des fast-food, comme dirait un de nos amis. Comment ça peut se passer ? Quelles sont les conséquences ? Est-ce qu'il peut y avoir un phénomène de dénutrition ? Je parle surtout de ceux qui ne mangent pas. Parce que s'ils prennent un petit déjeuner sucré le matin, ce qui arrive très très souvent, qui ne mangent pas le midi, le soir, ils vont peut-être beaucoup manger, on ne sait pas comment ça... Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de dénutrition ? Est-ce que, parce qu'ils sont jeunes, l'avantage, c'est la jeunesse. Mais colossal. Mais alors, mais vraiment, comme disaient effectivement certains jeunes, mais colossal, en mettant un cas du jeune et de l'adolescent et de l'adulte jeune, c'est que je dirais, vous lui mettez un pouillème de protéines et vous faites du muscle. Donc c'est pas parce qu'il va mal manger en protéines sur un repas, c'est pas dit qu'il faut le faire, qu'il ne va pas vite fait le repas d'après et récupérer ça et en refaire. D'accord ? Donc vraiment, la problématique, elle est chez l'adulte, autour de un peu plus tôt, mais c'est évident que s'il répète la malnutrition, il va être dénutri. Mais vite fait, quand il arrivera chez ses parents, s'il remange ce qu'il aime, il remange sa viande, il remange des œufs, vite fait, ça va aller. Non, la problématique, c'est souvent chez l'adulte qui va se mettre à mal manger, comme vous dites, et souvent, on le voit chez les femmes qui vont faire de multiples régimes ou qui vont faire trop attention à leur poids, et du coup, en faisant trop attention, parfois, elles ne mettent pas ce qui est important. Alors, voilà, on dit les femmes petites mangeuses, mais c'est les protéines qu'il faut mettre dans l'assiette et puis mettre les légumes à côté. Alors, dans notre tradition aux Antilles, les légumes verts ne sont pas très très bien reconnus parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes culturelles, ça. Ouais, les seuls légumes que nous connaissons, c'est racines, comme vous dites chez vous, et légumes chez nous. C'est la même chose. Donc, mais le légume vert ne fait pas partie de nos habitudes culturelles. Tout à fait, mais il faut l'inviter à notre table. Il faut vraiment l'inviter à notre table parce que d'abord, c'est important. Parce que j'ai beaucoup parlé de la protéine, c'est très important parce que ça fait partie de ce qu'on appelle des micronutriments. Et là, vous soulevez quelque chose, c'est que la dénutrition, dans un premier temps, c'est le côté protéino. Mais on ne dit pas que ça quand on parle de dénutrition. Il y a un terme qui est un terme mixte, c'est protéino-énergétique. Donc, il y a aussi à côté de ça tous les côtés qui, même s'ils sont non énergétiques, mais le côté qui est micronutritionnel. Et ça, on se rend compte que lorsque la dénutrition s'installe, à côté de ça, on a des déficits en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. C'est très très fréquent. Et ça, c'est une chose qui va en plus aggraver le phénomène inflammatoire. Parce qu'un autre phénomène important qui se passe chez l'adulte et, on va dire, le senior, c'est que souvent, il y a une inflammation qu'on ne voit pas de bas grade. Et cette inflammation qui se passe à bas bruit va générer un stress oxydant. Ils vont s'entretenir et c'est très consommateur de minéraux, de vitamines, parce que ça va tenter de nous défendre. Et donc souvent, les gens qui sont dénutris n'ont pas qu'un problème protéine,
mais aussi un problème de déficit en vitamines du groupe B, en zinc, en sélénium, en cuivre, etc. Souvent. D'où la nécessité, en même temps que de donner cette alimentation variée, diversifiée, que la complémentation se fasse avec des produits qui soient adaptés à la personne. D'abord refaire du muscle, mais aussi refaire tous ces minéraux qui, même s'ils ne sont pas caloriques, ont un rôle fonctionnel indispensable au niveau de la cellule. S'ils ne sont pas là, les fonctions enzymatiques ne peuvent pas se faire. Ne vont pas se faire. Donc c'est ça qui est important à bien comprendre. Donc c'est vraiment un processus complexe, protéines, énergie, micronutriments, dans la fonction. Et ces micronutriments, on en trouve beaucoup dans les légumes verts. Vitamines, minéraux, ce sont les légumes verts. Ce sont tout ce qu'on appelle le coloré, de la tomate, au poivron, en passant par le chou, etc. Tous les produits colorés. Est-ce que vous pensez que la cuisson vapeur, c'est la meilleure des choses pour pouvoir garder ces vitamines et ces minéraux? Oui, ça fait partie quand même des choses où on garde effectivement mieux les vitamines et minéraux. Tout à fait. Quand on fait bouillir des légumes, on en perd une partie. On perd une partie. Mais déjà, il faut en manger. Il faut en manger. Déjà, parce que même si on les fait bouillir. Le problème qu'il y a, c'est que du coup, on n'en mange pas. Donc on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Il faut en manger. Une assiette équilibrée, on a beaucoup parlé de la protéine, de l'œuf, du poulet, du lapin, du cabri ou de la vache et du bœuf, ok, mais dans une assiette, il faut mettre des légumes à côté, il faut mettre des céréales ou des féculents. Donc une assiette équilibrée, si c'était du poulet ou du poisson, à côté de ça, je peux faire une ratatouille antillaise avec des légumes variés et puis je mange avec un petit peu de riz. Voilà. Donc ça fait partie d'une assiette équilibrée. Et je n'oublie pas de mettre des bonnes huiles en quantité adéquate. L'huile de colza, c'est ça L'huile de colza, je pense que c'est celle-là qu'il faut mettre. Colza. Les 3 huiles que vous connaissez. Ce sont les 3 que je connais. Alors, souvent, mes patients me posent la question, pourquoi on ne pourrait pas mettre un petit peu d'huile d'olive? Si. L'huile d'olive est une excellente huile. Elle est excellente. Alors je rappelle quand même rapidement pourquoi les Méditerranéens, pure souche, font moins de problèmes cardiaques. C'est quand même un peu grâce à l'huile d'olive. Mais vous voyez qu'entre le Méditerranéen et le Méditerranéen crétois, il y a une différence énorme. D'accord? Énorme. Hein? C'est 10%, c'est un facteur 10, c'est énorme. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une huile où ils mangent surtout du pourpier qui avait énormément d'acide alpha-linoléique. Et c'est cet acide alpha-linoléique qui est important. Donc, colza mélangé à l'olive, c'est très bien. Colza tout seul, c'est très bien. Colza mélangé à la noix, c'est très bien. Sorti de ça, les autres huiles peuvent être consommées par plaisir, parce que... Ce ne sont pas des huiles de santé. Mais ce ne sont pas des huiles santé. Colza potomitan. Colza olive, pour le goût, la saveur que va apporter l'olive et son équilibre et sa neutralité. Et puis, colza associé à la noix, qui devient presque une huile thérapeutique quand on veut recharger beaucoup en oméga 3. Voilà. Et puis, sorti de ça, vous n'avez pas d'autre huile santé, à part une huile qui est une huile encore pour moi thérapeutique, qui est l'huile de cameline, par sa grande richesse en oméga 3 alpha-linoléique, aussi riche que l'huile de lin, à la seule différence qu'elle est beaucoup plus stable dans le temps, où l'huile de lin se dégrade très vite. Donc l'huile de cameline amène cette grande richesse. On commence à trouver de l'huile de lin aux Antilles. À un moment, c'était pas facile. Oui, mais le gros problème, c'est sa dégradation dans le temps, avec la chaleur, et dès qu'elle touche aussi l'air, parce qu'il y a un phénomène d'oxydation par la chaleur, mais il y a un phénomène d'oxydation par l'air. Donc elle est beaucoup moins stable. Alors, on parle beaucoup aussi, en ce moment, de l'huile de krill. Oui, mais c'est à partir du poisson. Ouais. Donc, ça fait partie de ces huiles qu'il faut mettre, mais qui se mettent pour moi dans des huiles thérapeutiques et après avec des bilans biologiques. Ouais. Là, on est en train de parler de nutrition basique. Mais colza. Non, colza. Non, mais je sais que... en fait, je vous fais faire des répétitions, mais de l'autre côté, ils vous écoutent tellement souvent, et puis moi, de temps en temps, je remets une couche. Donc, les choses qu'on doit retenir aujourd'hui... moi, je pense que ce qui est important, c'est... Et moi, ce qui m'a marqué, j'étais très content que vous me disiez de parler de facteurs nutritionnels, mais au côté, pas uniquement le côté malbouffe qu'on a déjà abordé, le côté
inadéquation entre mes besoins et ce que je mets dans mon assiette, même si apparemment je mange bien. Et j'étais effectivement le premier surpris, hein, quand j'ai recompilé mes dossiers, comme vous m'avez dit de parler de ça, de voir effectivement des gens chez qui je n'aurais pas suspecté une seconde, je dirais, un phénomène de dénutrition. J'ai sorti plusieurs dossiers comme ça, je n'aurais pas pensé à ça une minute, parce qu'ils sont avec une apparence relativement bien. Quand on parle de nutrition, c'est relativement équilibré. Voilà. Et pour autant, ces gens étaient des gens dénutris, c'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas assez de protéines dans leur assiette. Et il n'y avait pas que ce côté-là, c'est qu'en plus on trouvait le côté énergétique où ils avaient. Donc c'est déjà, il faut savoir l'évoquer, je dis, plus souvent qu'il ne faudrait. Le dépister, on sait le faire. Mais je voudrais dire que il ne faut pas le dépister trop tardivement. Il ne faut pas le dépister à l'occasion d'une complication. Et que, dès qu'il y a complication, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et il faut alors à ce moment-là focaliser aussi à le rechercher chez toute personne qui a déjà une maladie. Parce que la maladie est un vecteur par l'hypercatabolisme que ça peut entraîner dans certaines maladies, de faire une dénutrition endogène. Donc il faut y penser. C'est ce que je voulais surtout vous dire aujourd'hui. Merci Louis pour ce nouvel éclairage. Vous revenez en janvier. Oui, je reviendrai vous voir en janvier. Merci d'avoir été avec nous. Je sais que nos téléspectateurs sont toujours très heureux de vous écouter. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et à Louis, bon retour chez lui. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Au revoir.